disparition inquiétante de toute une famille à Nantes. Les parents, Agnès et Xavier, âgés d'une cinquantaine d'années, et leurs 4 enfants de 14, 17, 19 et 20 ans. Épilogue macabre donc pour ce qui était jusque-là une disparition mystérieuse. 3 corps et même un 4e juste à l'instant ont été découverts au domicile d'un couple et de ses 4 enfants. Il est aujourd'hui l'homme le plus recherché de France. C'est une des affaires criminelles les plus marquantes de toutes, la plus impressionnante cavale de France. Une traque des plus minutieuses d'un suspect que tout le monde a longtemps cru mort. Xavier Dupont de Ligonnès est soupçonné d'avoir tué sa femme Agnès et leurs 4 enfants, Arthur, Thomas, Anne et Benoît, et de les avoir dissimulés sous la terrasse de leur discrète maison à Nantes avant de se volatiliser. Depuis le 21 avril 2011, le début de cette affaire, absolument pas comme les autres, une question demeure un mystère pour tout le monde dans les médias et les enquêteurs. Xavier Dupont de Ligonnès est-il mort ou vivant ? Aujourd'hui, dans ce grand format, je te raconte cette affaire criminelle qui a secoué toute la France et qui continue de nous obséder. Tout commence au printemps 2011 à Nantes en Loire-Atlantique. Dans cette ville, la famille Dupont de Ligonnès est une famille bourgeoise. Ils possèdent une grande maison dans un quartier tranquille, un père commercial qui fait de très bonnes affaires, une mère catholique et pratiquante qui enseigne le catéchisme au lycée Blanche de Castille et 4 enfants au parcours exemplaire. Mais quand la famille ne donne plus de signes de vie en avril 2011, c'est l'incompréhension totale. Les soupçons commencent à arriver quand, le matin du lundi 4 avril, Agnès ne se rend pas à son établissement. Pourtant, à 10h, le directeur de l'école élémentaire reçoit un appel du père de famille qui explique que sa femme est malade et qu'elle ne peut pas venir à son travail. Au collège de la Perverie Sacré-Cœur, où sont scolarisés les 2 plus jeunes enfants de la famille, un appel est également passé. Anne et Benoît sont malades. Arthur, l'aîné de la famille, aurait eu, lui, un accident de scooter. Le lycée Saint-Gabriel à Cholet, où il étudie en BTS, reçoit le même appel. Le 8 avril, le directeur de l'école Blanche de Castille reçoit un SMS du portable d'Agnès Dupont de Ligonnès qui lui indique qu'elle est hospitalisée. C'est ensuite un courrier assez étrange qui va créer la méfiance. Il est rédigé à la date du 6 avril et est envoyé aux directions des différentes écoles des enfants. Dans la lettre, le père de famille explique qu'il est muté en urgence en Australie dans le cadre de son activité professionnelle et que donc les enfants sont retirés des établissements scolaires. Puis, une lettre est envoyée le 11 avril adressée à Thierry Watson, le directeur de l'école dans laquelle enseigne Agnès. Dans un petit courrier, celle-ci indique qu'elle présente sa démission et prévient de son départ à l'étranger. Sa voiture, qui est garée à côté de la maison familiale, n'a pourtant pas bougé. Il y a aussi un autre élément inquiétant. Cela fait plusieurs jours que les volets de la maison sont fermés, ce qui est très inhabituel. Les proches, familles et voisins, qui sont sans nouvelles de la famille, donnent l'alerte. Et très vite, une enquête est ouverte pour disparition inquiétante. Le 13 avril, les policiers pénètrent dans le domicile, situé au 55 boulevard Richard Schumann. La maison est rangée et vidée. Coucou tout le monde, méga surprise, nous sommes partis en urgence aux États-Unis dans des conditions très particulières que nous vous expliquons ci-dessous. Vous recevrez ce courrier par la voie postale classique car nous n'avons plus la possibilité de communiquer autrement et ce, pendant plusieurs années pour des raisons de sécurité. Au moment où vous lisez cette lettre, nous ne sommes plus en France et ne pourrons y revenir pendant un temps encore indéterminé. Cet extrait de courrier complètement stupéfiant est reçu par la famille et l'entourage des Ligonnès. Plus loin, le père de famille explique que lui et sa famille ont été exfiltrés dans le cadre d'un programme de protection de témoins. Dans un récit bien monté, Xavier Dupont de Ligonnès explique que la sécurité de sa famille est mise en danger et qu'ils doivent donc adopter une nouvelle identité. Chaque proche a une mission qui lui est attribuée. Récupérer les objets de valeur dans la maison, vendre la voiture, trier et donner les vêtements, etc. Après cela, certains proches troublés décident de la transmettre aux autorités. Le parquet de Nantes décide alors de diffuser un avis de recherche pour essayer de localiser la famille. Thomas, le deuxième fils des Ligonnès, a été aperçu pour la dernière fois le 5 avril à Angers, où il étudie la musicologie.
Le 20 avril, le procureur de Nantes décide d'ouvrir une information judiciaire pour disparition inquiétante. Le 21 avril, coup de théâtre. Cette affaire devient un film d'horreur. Les enquêteurs découvrent un corps enseveli derrière la maison sous une terrasse d'environ 1,50 m. Puis, dans une deuxième fosse creusée sous l'escalier, les policiers déterrent 4 autres cadavres. Dans ce trou, les dépouilles des 2 labradors de la famille sont aussi retrouvées. Entre chaque corps, d'importantes quantités de chaux sont retrouvées. C'est un matériau qui a pour particularité d'absorber le liquide et d'empêcher une éventuelle putréfaction des corps, ce qui bloque donc les odeurs qui pourraient en sortir. Dans les fosses sont également retrouvés des chapelets, des statuettes de la Vierge Marie et des petites croix en bois placées à côté de ces corps, dont 4 ont reçu 2 balles dans la tête à bout touchant et 1, Benoît 13 ans, 2 balles dans la poitrine et 3 dans le crâne. L'étude de la téléphonie mobile des membres de la famille et les déclarations de certains témoins permettent de reconstituer une partie de l'emploi du temps des Ligonès, qui sont aperçus pour la dernière fois le 3 avril. Un appareil de mesure respiratoire qui appartenait à Agnès est également retrouvé dans la maison. La dernière mesure est enregistrée aux alentours de 3h30 du matin dans la nuit du 3 au 4 avril. Pendant les autopsies, les médecins légistes remarquent la trace de puissants somnifères dans le sang des victimes. Les plaies des balles, elles, laissent penser que les coups ont été tirés alors que les membres de la famille étaient allongés, sans doute, pendant qu'ils dormaient. En tout, il y aurait eu 17 tirs d'un pistolet 22 long rifle équipé d'un silencieux. Mais alors, vous devez vous poser la question, comme les personnes qui ont suivi l'affaire il y a 15 ans. Où est Xavier Dupont de Ligonnès ? En plus, les suspicions envers lui commencent à grandir. Les enquêteurs découvrent en effet que ce dernier s'est récemment inscrit dans un club de tir et qu'il a acheté un silencieux en mars 2011. Mais ce sont ces derniers achats qui vont particulièrement intéresser les policiers. Un peu avant les faits, ils constatent que Xavier Dupont de Ligonnès a fait des courses dans un magasin de bricolage. Il a notamment acheté du ruban adhésif, des sacs de gravillon, une pelle, de la chaux, etc. Tous ces indices désignent le père de famille comme étant l'auteur de ce quintuple meurtre. Christine, la sœur de Xavier, refuse de croire cette piste. Elle possède d'ailleurs une preuve, un message vocal datant du dimanche 3 avril à 22h37, laissé par son frère, le soir où les 5 membres de la famille ont probablement été tués. On était au Cinoche en famille et au restaurant ensuite dimanche soir. Et on rentre juste, donc je t'ai envoyé un petit truc pour te demander si c'était trop tard pour le téléphone. Et puis là, je vois que tu es sur ton répondeur. Voilà, je t'embrasse. Si c'est pas trop tard, tu me rebipes ou tu m'envoies un petit SMS et je te rappelle. Là, je vais coucher les enfants, dire bonsoir à tout le monde, à tout de suite, peut-être. La sœur du disparu décrit une voix posée, enjouée, mais elle assurera plusieurs fois que ce n'est pas celle d'un assassin. Maintenant, il faut comprendre ce qu'il s'est passé pour Thomas, qui n'était pas à Nantes le dimanche soir. L'enquête démontrera que le lundi soir, Xavier Dupont de Ligonnès s'est rendu à Angers et a emmené son fils dans une auberge de là-bas pour le dîner. Il est décrit comme fatigué par les serveurs. Thomas sort plusieurs minutes pour prendre l'air. Un comportement qui laisse imaginer qu'il a pu être drogué comme le reste de sa famille. Pourtant, ce lundi soir, son père le reconduit à son appartement, situé dans le centre d'Angers. Il attend le mardi 6 avril pour demander à son fils de rentrer à Nantes en affirmant qu'Agnès est hospitalisée après un accident de vélo. Plus personne ne reverra Thomas à Angers. La maison est ensuite abandonnée, les lettres envoyées. Dans la lettre à ses proches, qui contient toutes les tâches à effectuer, Xavier Dupont de Ligonnès prend le soin de préciser qu'il n'est pas nécessaire de ranger les sacs de gravats derrière la maison dans le jardin. Un élément qui est évidemment troublant par rapport à la découverte des corps. De nombreuses transactions bancaires permettent ensuite d'en savoir un peu plus sur les allers-retours du père de famille. Il passe notamment la nuit du 11 au 12 avril dans un hôtel de Blagnac en périphérie de Toulouse avant de repartir avec sa voiture, une Citroën C5. La nuit suivante, il se rend à Pontet dans le Vaucluse où il passera la nuit dans une auberge sous une fausse identité. Ce n'est que le 13 avril qu'une voisine contactera la police car elle est inquiète de voir les volets de la maison fermés. C'est aussi ce jour-là que les policiers pénètrent pour la première fois dans la maison des Ligonnès pour la découvrir entièrement nettoyée. Le 14 avril, Xavier est localisé dans le Var, à Roquebrune-sur-Argent, où il retire la somme de 30 € à un distributeur automatique de billets.
Le soir, il dort dans un hôtel de la commune où il est filmé par les caméras de vidéosurveillance. C'est le dernier endroit où il laisse une trace. Le 15 avril, il quitte l'hôtel et abandonne sa voiture sur le parking. Après les obsèques d'Agnès, Arthur, Anne, Thomas et Benoît, la personnalité du père se dévoile peu à peu. Une lettre adressée à une ancienne maîtresse est révélée. Dans le courrier, il évoque son départ en Australie sans intention de retour et la décourage de vouloir récupérer les 50 000 € qu'elle lui a prêtés. L'argent est un sujet qui prend de plus en plus de place dans l'enquête. Il ressort que Xavier Dupont de Ligonnès reçoit de très faibles revenus de la société qu'il a créée. En difficulté financière, il emprunte à ses nombreuses maîtresses, à ses proches, se retrouve avec beaucoup de dettes et se sert dans l'héritage de sa femme Agnès. Cette situation financière critique semble être un mobile pour les enquêteurs et le procureur de Nantes parle lui-même de finances catastrophiques. Xavier et Agnès échangent beaucoup sur Internet, ce qui montre que leur couple va mal. L'épouse parle de ses problèmes conjugaux sur des forums, tandis que lui partage sur un site religieux ses obsessions pour le sacrifice et la personnalité étrange de sa mère, qui est une prophétesse apocalyptique, donc une femme qui prétend prédire des événements catastrophiques ou la fin du monde. Pendant un mois après les faits, le mystère reste cependant entier. Le 10 mai 2011, un mandat d'arrêt international est déposé contre Xavier Dupont de Ligonnès. Depuis, aucune piste évidente n'a permis de retrouver la moindre trace de Xavier Dupont de Ligonnès. Le 9 janvier 2018, une intervention de la police judiciaire au monastère Saint-Désert de Roquebrune sur Argence avait été effectuée. Une vingtaine d'enquêteurs étaient intervenus dans ce bâtiment religieux où 2 témoins affirmaient avoir reconnu le père de famille lors d'une messe. Les recherches n'avaient rien donné. Malgré plus de 1700 signalements, des pistes jusqu'en Thaïlande ou en Amérique latine, la traque reste vaine. En octobre 2019, un homme est arrêté à Glasgow. Malheureusement, c'est une fausse alerte. En avril 2025, l'influenceur Aquababe a relancé la chasse en affirmant que Xavier serait à Malte sous une fausse identité. Le parquet de Nantes a répondu qu'il n'y a aucune preuve.